J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ça, c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Tu es au bord de la faillite. Comment ça se fait? Tu dépenses plus que tu gagnes. Alors je fais quoi? Remporte les 1000 et milliards, Enzo. Ou tu devras mettre la clé sous la porte. Ferrari de Michael Mann avec Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley et Patrick Dempsey. C'était un film très attendu d'un réalisateur et d'un monstre sacré du cinéma hollywoodien, de cette génération que tu chéris tant, Alexis, Michael Mann. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le parcours, la carrière et pourquoi est-ce que vous chérissez autant Michael Mann? Michael Mann, c'est un cinéaste assez particulier dans l'histoire du cinéma parce que c'est un cinéaste qui va démarrer sa carrière au tout début des années 80 avec déjà un polar qui sera un genre important dans sa carrière par la suite, qui s'appelle Le Solitaire ou Thief en anglais, avec James Caan. Et ce film-là, donc, comme je l'ai dit, sort, si ma mémoire est bonne, en 81. C'est-à-dire juste après la disparition du Nouvel Hollywood, au moment où les studios vont commencer à reprendre vraiment du pouvoir et du contrôle sur les esprits créatifs d'Hollywood et vont commencer à imposer des productions quand même nettement plus standardisées que ce que proposait le cinéma d'auteur des années 70. Or, Michael Mann, il est de cette génération-là et il a débarqué au cinéma avec l'ambition d'imposer des projets personnels. Donc, il a une carrière assez anachronique puisque il va essayer dans son coin, alors qu'Hollywood le permet quand même beaucoup moins, de se faire un nom et d'arriver avec des projets qui sont quand même beaucoup plus radicaux. Il va notamment réaliser Le Sixième Sens en 1986, la première adaptation des aventures entre guillemets d'Hannibal Lecter. Des aventures rocambolesques du docteur Lecter. Voilà, c'est ça. Donc pas le film où il y a quelqu'un qui voit des fantômes. Non, le film s'appelle Manhunter en version originale et c'est d'ailleurs plutôt le titre qu'il faut conserver pour éviter justement la confusion avec le film de Shyamalan. Et en fait, Manhunter va se planter, sachant que juste avant, il avait réalisé La Forteresse Noire, qui était un projet de commande sur lequel il n'a pas eu le final cut, qu'il a complètement renié et qui encore aujourd'hui est invisible dans de bonnes conditions parce que Michael Mann ne veut pas qu'on voit ce film-là. Donc c'est un démarrage vraiment compliqué. Et puis, il se passe un truc, il arrive à la télévision où il va devenir producteur et officieusement directeur artistique d'une toute petite série pas très connue des années 80. Pas très connue. Qui s'appelle Deux flics à Miami, Miami Vice en version originale, qui va être l'une des œuvres qui va définir le plus radicalement, le plus largement l'esthétique bling-bling de la pop des années 80. Quand je dis pop, c'est toute la pop culture de manière générale. Et donc, Michael Mann va devenir, à partir de là, un cinéaste estampillé années 80, alors qu'il n'en vient pas tout à fait. Et puis, il va suivre une carrière comme ça constituée de dents de scie. Il y a des très gros succès. Le dernier des Mohicans, Hit, qui sont des gros succès populaires. Il y a des très gros plantages, Révélation, qui sera un four catastrophique. Et puis, tout ça pour nous amener à son dernier film en date. Je reparlerai peut-être, quand on parlera de Ferrari, des différents parallèles que le film peut entretenir ou ne pas entretenir avec ses films précédents. Mais donc, il arrive en 2015 à faire Hacker, qui est un gros blockbuster qui coûte plus de 100 millions de dollars, avec Chris Hemsworth dans le rôle principal. C'est quand même pas rien. Et qui était déjà Thor à l'époque. Qui était déjà Thor, qui était déjà une star pour le grand public. Et le film va se planter, mais alors très très violemment. Je pense que c'est le pire score de Mann au box-office. Moi, je me souviens à l'époque où j'avais vu le film, en plus par hasard, parce qu'il y avait très très peu de promos. Je ne savais pas qu'il y avait un nouveau Michael Mann qui sortait, et je l'avais vu au MK2 Bibliothèque. Je pense que c'était 4 jours ou 5 jours après sa sortie. Il y a eu très peu de projections de presse. Le film était quasiment planqué. Le film n'a duré en salle sur Paris, je crois, que 2 semaines ou un truc comme ça. Enfin, c'est une catastrophe. Abyssal. Et donc Michael Mann disparaît du cinéma. On le voit de temps en temps réaliser des épisodes de séries, notamment pour Tokyo Vice. Puis les années s'écoulent. Pendant plusieurs années, on se dit Michael Mann, voilà, c'est un auteur qui va se faire plus rare. On va attendre de pied ferme son retour, mais ça reprendra plusieurs années. Puis il arrive un moment où 2020, 2021, toujours pas de news. Je pense que Michael Mann c'est foutu. Il réalisera rien. On savait qu'il avait un projet de biopic sur Enzo. Voilà, 80 ans. On savait qu'il avait un projet de biopic sur Enzo Ferrari, qui avait une première fois muté pour devenir Le Mans 66 réalisé par James Mangold, sur lequel Mann était juste producteur, donc les gens s'étaient dit c'est foutu pour le Ferrari de Michael Mann du coup. Et le voilà qui débarque donc avec son Ferrari, projet qui porte quand même depuis le début des années 90 et qui est, si je dois le résumer très brièvement pour passer la parole à mes camarades, si on prend comme boussole le classicisme hollywoodien, c'est-à-dire vraiment la forme cinématographique classique, c'est pas loin d'être son film le plus classique. À mon sens, le plus classique, c'est Le Dernier des Mohicans, mais je pense qu'il vient se placer juste derrière. Par contre, au sein de la filmographie de Michael Mann, si on prend vraiment le classicisme mannien, donc les gimmicks et les effets de style habituels du cinéaste, là, pour le coup, je trouve que le film est en rupture. Reste à savoir si la rupture est efficiente ou pas.
Arthur, toi, t'es hyper emballé. Oui. C'est un film que Merci j'ai. Arthur. Tu me hyper emballé. Je savais pas comment rebondir sur ça. Non, oui, moi c'est un film que j'avais découvert. Souvenez-vous à la Mostra de Venise en septembre, 6 mois avant tout le monde. Voilà. Tu peux te frotter un peu plus les seins comme ça. Ouais. Non, c'est un film qui moi m'a plu dès le début. Mais je reconnais qu'effectivement c'est un film qui peut paraître faussement plus timide ou en tout cas un peu plus classique comme ce que vient de dire Alexis. C'est vrai qu'effectivement quand on regarde toute la filmo de Mann, ce que j'ai pu faire, et franchement c'est vraiment je pense un de mes cinéastes préférés et de loin c'est un des plus grands, hein. C'est vraiment un des plus grands. C'est moi à part le château The Keep là, je l'ai jamais vu moi. Je veux voir en vrai, je veux voir la vraie version en fait. Je l'ai vu un jour sur OCS, figure-toi. Voilà. Wow. Ok. Non, moi je considère que tout ce qu'il a fait est à peu près génialissime et je peux pas m'empêcher d'apprécier Ferrari parce que déjà moi je retrouve le héros de Michael Mann seul face au monde, face à l'horizon, face au grand, et en même temps je vois aussi ce qui moi m'intéresse beaucoup chez Michael Mann, c'est comment dans les années 90-2000 il a pu s'intéresser au numérique et intégrer toute cette nouvelle technologie dans son processus de cinéma et comment il a pu expérimenter. Et là je vois quand même un monsieur qui a 80 ans qui tente les drones. Et puis tente les drones, et il fait même à un moment une espèce de dolly shot. Donc vous savez, c'est quand la caméra avance, mais qu'il y a un dézoom. Donc c'est l'effet que vous connaissez tous. C'est un travelling compensé. Le transtrav compensé, ou transtrav que vous connaissez tous des dans la mer ou autre. Il le fait mais avec un drone au milieu d'une allée d'arbres. Enfin, il tente des trucs. Il pose une caméra près du sol dans un virage. Enfin, je me dis putain quand même, Michael Mann, 80 ans, il essaye encore des trucs. Tu sens que c'est un projet qui lui tient à cœur. Et puis surtout. Et c'est là où moi, Michael Mann m'attrape toujours, c'est dans les récits humains, les grandes histoires, l'amour à chaque fois qui transparaît à chaque fois. Dans Hit, c'est là où il y a vraiment ce qui fait que Hit n'est pas juste un film de traque entre un policier et un criminel comme les autres, c'est la profondeur des personnages. Et moi, je trouve qu'il réussit des choses plutôt intelligentes dans ce sillon-là, dans Ferrari. Et plus qu'Adam Driver, moi, je crois que c'est vraiment Penelope Cruz qui m'attrape, que je trouve vraiment phénoménal. C'est un premier tour de table, je laisse la parole aux autres, mais moi vraiment Ferrari, je trouve ça vraiment pas le meilleur de Mann, mais franchement incroyable. Simon, tout en nous donnant ton opinion, peut-être qu'on peut aussi dire un mot de ce dont il parle, de ce qu'il évoque d'une période particulière. C'est pas un biopic. Alors, ça n'est pas un biopic qui embrasse toute l'existence de son protagoniste, c'est un biopic qui va se concentrer sur quelques mois dans la vie d'Enzo Ferrari, en gros quand celui-ci est hanté par la mort de son fils, hanté par la mort des pilotes, parce qu'à l'époque la course automobile, si vous voulez, souvent quand on dit que ça finit dans de la tôle froissée, la tôle froissée elle sent un peu la viande, et donc c'est un homme qui est à plein de degrés hanté par la mort, et j'ai envie de dire torturé par la vie, parce que à côté de sa vie familiale avec son épouse qui est comme lui en train de pleurer cet enfant disparu, il a une deuxième famille, une maîtresse avec qui il a un enfant. Donc se pose la question d'embrasser la vie ou au contraire d'en souffrir, parce que c'est quand même un petit problème quand même d'avoir une deuxième famille. Bref, tout ça entre un petit peu en concurrence, tout ça va venir s'entrechoquer, tout en se conjuguant donc à la vie d'un très grand technicien et professionnel, thème oxien en diable qu'on retrouve dans absolument toute la filmographie de Michael Mann. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui fait que c'est un film que j'ai trouvé très intéressant, mais où je reste très très mesuré sur ce que j'en pense, parce que je ne sais pas encore bien ce que j'en pense, je vais devoir le regarder plusieurs fois, et puis en plus de ça on le jugera ou on l'appréciera à l'aune de la place, peut-être la dernière, peut-être pas, qu'il tiendra dans la filmographie de Michael Mann. Il est en train de développer la suite de 8. Oui, non mais voilà, je suis tenté qu'on la voit. Faut qu'il arrive à la réaliser. Ouais. 81 ans cette année. Oui, et donc pourquoi Clint Eastwood continue à tourner pareil. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que ce qui est frappant aussi chez Michael Mann, c'est qu'il y a eu plusieurs révolutions stylistiques, techniques et visuelles, et qui ont été importantes dans l'histoire du cinéma au sein de sa propre carrière. Tu l'as dit, Alexis, il a à un moment d'abord, initialement, donné le ton des années 80, de son propre fait ou par influence, mais il l'a donné. Ensuite, il a accédé à une espèce de forme de néoclassicisme hollywoodien, mais en même temps très singulier, très personnel. Alors il y a le dernier des Mohicans, mais avec des films comme Hit, comme Révélation. Et puis est arrivée la révolution du numérique. Il a mis un doigt de pied dans l'eau avec Collateral, et puis il est allé à fond avec Miami Vice jusqu'à Black Hat, y compris Luck, la série dont il a été le maître d'œuvre pendant 1 saison et demie, 2 saisons. Oui, c'est ça, ouais, sur les courses hippiques. Oui, et c'était un travail du numérique qui a fait non seulement basculer le cinéma totalement dans le numérique, mais qui a prouvé qu'il y avait un travail d'auteur à faire sur cette image-là. Parce que les lumières n'étaient pas les mêmes, on ne filmait pas les peaux, on ne filmait
filmait pas la nuit, on ne filmait pas la ville et on ne montait pas le cinéma de la même manière. Et donc c'est devenu un tout nouveau cinéaste qui a complètement muté. Et là avec Ferrari, alors certains diront peut-être qu'il fait un pas en arrière, j'en suis pas sûr, j'en suis pas convaincu, mais néanmoins, peut-être parce qu'il doit jouer la prudence, mais je suis pas convaincu que ce soit ça non plus, quand bien même il a pas fait de film depuis longtemps, peut-être parce que c'est la gravité de son sujet qui s'impose à lui, et étant donné son âge également, et le moment où il en est dans sa carrière, mais il renonce quand même beaucoup à l'expérimentation, parce que tout ce que tu dis, effectivement, il y a des plans magnifiques, il y a des plans très techniques dans le film, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi Arthur, néanmoins il revient à des dispositifs dramaturgiques, scénographiques, qui ne sont plus du tout les délires expérimentaux qu'il y avait jusque dans Black Hat, tu vois, ou même dans Public Enemies, qui est un film très très sous-estimé de lui, moi que je regarde quasiment une fois par an depuis qu'il est sorti, parce que il est fascinant, c'est un film absolument fascinant, et magnifique, Public Enemies, et où il pousse justement le dialogue entre numérique, reconstitution et authenticité de la reconstitution extrêmement loin. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que non pas ils jettent à la poubelle cette expérience-là, parce que bien sûr qu'elle accompagne Ferrari, mais néanmoins, il retient un peu ses chevaux, il fait encore plus confiance aux acteurs que d'habitude, et il va travailler quelque chose, pour moi, et je le dis dans le bon sens du terme, d'extrêmement théâtral. C'est une scène de théâtre qui se joue, il y a plusieurs séquences clé du film qui se déroule dans un cimetière et autour d'un cimetière. J'ai presque envie de dire que l'intégralité du film pourrait presque être une pièce de théâtre sur un cimetière. Ça me le rend passionnant, mais c'est un film de Mann à plein de niveaux, je dirais, et il faut prévenir les gens qui vont le voir, qui est moins spectaculaire en apparence que les précédents, mais qui est beaucoup plus intime, et c'est aussi extrêmement intéressant, et surtout, même si encore une fois le féminin reste satellite dans le cinéma de Mann, il y a néanmoins une critique du masculin qui n'était pas forcément présente jusqu'à présent. Sophie, est-ce que tu as été emballée par le gros levier de vitesse ? Oui, plutôt. Je trouve que c'est un film... Je vais pas du tout relever. Non, je trouve que le film est plutôt réussi. J'étais plutôt emballée. Je n'ai pas du tout le même rapport à Michael Mann que mes confrères autour de la table. J'en ai vu que deux, Hit et Collatéral, qui sont deux films que j'aime beaucoup, qui me passionnent sur notamment le rapport à la ville. On en a beaucoup parlé avec Alexis. Là, tout en aimant le film, je vais être beaucoup plus nuancée que vous, et notamment sur le féminin, parce que moi, l'un des points noirs dans le film, pour moi, c'est Penelope Cruz. Je ne la trouve pas hyper crédible. Je trouve qu'elle en fait un peu trop et qu'elle n'est pas tout le temps dans le même film. Il y a une forme d'hystérie, notamment au début, que je trouve un peu trop grandiloquente face à ce Adam Driver très sobre, très froid, très dans la retenue. Je trouve qu'il y a un manque de crédibilité à ce niveau-là, surtout quand on a fait exprès de prendre une actrice hollywoodienne très connue pour correspondre à quelque chose qu'elle n'est fondamentalement pas, parce qu'elle ne sera jamais le physique ou l'incarnation d'une mama italienne des années 50. Il suffit franchement regarder à quoi ressemblait Madame Ferrari. Je pense qu'elle devait faire 1m50 et je dirais 80 kilos. Comme Penelope Cruz. Mais en fait, c'est qu'il y a un truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle veut incarner physiquement en prenant beaucoup de place avec genre sa gestuelle, avec sa voix. Elle veut incarner quelque chose qu'elle n'est fondamentalement pas. Et donc, je trouve qu'elle en fait trop pour compenser le fait qu'elle n'est pas vraiment dans une représentation historique. Soit tu te détaches complètement et tu en fais quelque chose de beaucoup plus froid et de beaucoup plus théâtral, comme l'a un peu évoqué Simon. Toutes ces scènes dans le cimetière, je les trouve très touchante et très à propos, et elle contraste très bien avec les scènes de voiture qui pour moi sont le grand point fort du film, que je trouve absolument tendue, nerveuse et pour le coup très jeune, je trouve, dans la dynamique, surtout quand on le compare à l'âge du réalisateur, là où le rapport au féminin, je le trouve un peu bâclé. Je trouve un peu bâclé, un peu cliché, et c'est pas le talent des comédiens, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils sont pas exactement dans le même film et qu'on n'a pas dirigé Penelope Cruz. J'ai l'impression qu'on lui a dit tiens, tu vas incarner ça, sauf qu'en fait le film ne filme pas ça, il ne filme pas une mama italienne des années 50. Mais parce que le film ne filme pas Penelope Cruz, tout simplement parce que le personnage ne l'intéresse pas. Mais c'est ça, c'est ça. Donc elle, on lui a donné une direction qu'elle essaye de suivre, en tout cas c'est comme ça que je le vis. On lui a dit tu vas ressembler à elle, sauf qu'elle ne lui ressemblera jamais. Donc du coup elle se fait un espèce de cliché mental de ce que c'est qu'être une italienne, une femme forte italienne des années 50, sauf que fondamentalement elle le fait juste en criant. Et ça me gêne un peu. Mais le film est malgré tout assez réussi. Voilà, si je dois dire un mot, moi le film, ce qui lui manque, c'est que je le trouve déséquilibré. Je le trouve déséquilibré entre la partie confrontation humaine et la partie course. Mais il n'en reste que je trouve que c'est un film plutôt réussi. Oui, alors si vous, moi je sais que mon avis vous intéresse moi, pas tellement, mais Bébert 1991 me dit que je parle
pas jamais trop, donc je vais essayer quand même d'en placer. Quand est-ce que tu nous dis que c'est toi, Bébert 91 ? C'est pas moi. Non, je trouve que vous en parlez bien, que vous parlez bien de toutes ces qualités indéniables. Il y a une mise en scène, effectivement un classicisme, les images sont magnifiques, le scope est superbe. Il y a plein d'idées, c'est effectivement tout à fait nerveux, c'est remarquablement interprété. Puis c'est un film qui se prête à l'interprétation d'Adam Driver avec sa perruque remontée, son front un peu, etc. Mais tout ça, pour moi, pue la naphtaline. Ça pue la naphtaline. C'est un film poussiéreux. C'est-à-dire que vraiment, je trouve ça super. Mais vraiment, c'est-à-dire que formellement, je trouve ça super. Mais je n'arrive pas une seule seconde à m'intéresser à ce cinéma qui, pour moi, est un cinéma retardataire. C'est-à-dire que c'est un cinéma, tu vois, voilà, on parle de mecs, de grosses bagnoles, de foot, et en fait, d'un type qui hésite entre deux femmes. Enfin, j'ai l'impression, ces histoires-là, mais très sincèrement, ne m'intéresse plus. Ça a beau être fait avec maestria, vraiment, parce que c'est indéniable, c'est des histoires de vieux mecs et que c'est des histoires qui ont 20 ans de retard aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Peut-être qu'effectivement, dans les années 90, il y avait de la place pour ce cinéma-là. Aujourd'hui, vraiment, je trouve que ce cinéma est poussiéreux. Et vraiment, hein, je lui reconnais tous les talents que vous lui décrivez. Et je trouve que c'est un cinéma empesé, lourd, qui est un vestige d'un temps ancien. Et en fait, comme comme beaucoup de ces réalisateurs vieillissants, vous vous souvenez que j'étais aussi assez dur avec Scorsese, exactement. Mais je suis au même endroit, mais comme avec Scott d'une certaine manière. Gucci, je veux dire, qui est un mauvais film par ailleurs, qui est bien plus mauvais que Ferrari, mais néanmoins, on voit la patte du metteur en scène. C'est-à-dire que malgré tout, même si le film est mal raconté, même s'il y a des lourdeurs, peu importe. C'est des films de vieux mecs qui me parlent d'un temps révolu et qui fétichisent et qui idolâtrisent quelque chose qui, aujourd'hui, personnellement, ne m'intéresse pas. Littéralement, on parle d'un mec, c'est un film qui commence sur un type qui a deux nanas, un vieil homme, un vieux mascu, qui parle de foot, qui parle de grosses bagnoles. Vraiment, ça ne m'intéresse plus. J'en ai trop vu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on essaie de rajouter de l'eau sur une éponge qui est déjà trempée et ça ne m'intéresse plus. Voilà, littéralement. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je me demande dans quelle mesure ce que tu décris là ne vient pas aussi d'un élément qu'on pourrait qualifier de bêtement matériel, mais qui influe forcément énormément sur la mise en scène et donc sur le film de Mann, c'est sa géographie. Parce que Mann, et notamment depuis Miami Vice, ça avait bien commencé avec Heat, mais avec Collateral puis Miami Vice, il y a un truc qui bouleverse son cinéma, c'est comment le numérique va lui permettre de filmer la mégalopole contemporaine. Parce que si tu regardes Collateral, Heat, Miami Vice, Public Enemies, Black Hat, enfin tout ce qu'on veut, ce sont finalement des canevas, des récits tels que tu viens de les décrire, assez simples, mais qui trouvaient une espèce de puissance renouvelée du fait qu'il arrivait à capter ces solitudes masculines, non pas comme étant juste ce que je viens de décrire, des mecs masculins qui se disent « Oh bah quelle nana » ou « Oh mon dernier casse », mais tout d'un coup, ces corps-là, dans leur milieu contemporain, ils racontaient du coup quelque chose d'aujourd'hui. Et quand il nous amène, c'est Modène, c'est ça la petite. Oui, c'est Modène. Et bah, si tu veux, quand il quitte il quitte pas le numérique, mais quand il quitte en tout cas la patine du numérique et ces mégalopoles souvent asiatiques qu'il a filmé dans ses derniers films pour aller dans un petit village à Modène, bah, ça court-circuite une partie de son esthétique et une partie de ce qu'il a à dire sur le masculin, et du coup, ça paraît un peu plus vieux. Je suis d'accord. Je vais rajouter juste deux petits mots et on va refaire le tour après. C'est que encore une fois, ma remarque n'est pas qu'une considération de genre. Enfin, je veux dire, par exemple, le Cercle des Neiges de Bayona, c'est que des mecs et ça me pose aucun problème. Enfin, je veux dire, on peut raconter des histoires avec que des mecs, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais effectivement, là, je trouve que tout est empesé du poids d'un regard d'un vieux monsieur. C'est-à-dire que même les plans, même ce que tu décris, les drones, j'ai l'impression que tout ça est tellement programmatique et tellement prévisionnel en étant remarquablement exécuté que je m'ennuie à chaque seconde de ce film. Alexis, pardon. Bah alors moi je m'ennuie pas pour le coup, je trouve le film vraiment suffisamment stimulant esthétiquement pour que même les passages qui m'intéressent le moins m'emportent malgré tout. Mais je suis pour le coup d'accord avec toi Nicolas, il y a pas mal de choses qui clochent pour moi dans ce projet-là. Et la première, et ça a l'air d'être un petit détail, mais ça n'en est pas un du tout quand on connaît le cinéma de Mann et quand on voit comment ce film-là s'inscrit dedans, effectivement, Simon l'a dit, c'est quand même une grosse prise de risque. On est sur un cinéaste qui depuis plusieurs films travaille vraiment à pour sujet déjà la nuit, ensuite les mégalopoles, et ensuite les hommes qui peuplent ces mégalopoles. Sachant que Michael Mann, il a un point de vue très précis sur ce que c'est que d'être un homme. Être un homme pour Michael Mann, c'est contrôler.
C'est compartimenter sa vie, choisir, voilà, il y a essayer de contrôler. Bien sûr, mais il y a mon domaine d'activité dans lequel je dois être le meilleur, parce que plus on est bon dans un domaine et plus on a de contrôle sur ce domaine-là et sur nos actions. Et puis, il y a la vie sentimentale que je ne peux que très difficilement contrôler, parce que c'est les sentiments, ça se déclenche et ça ne se gère pas. Donc, je vais limiter le plus possible soit l'impact de ma vie sentimentale, soit ma vie sentimentale tout court. Et c'est pour ça qu'on a des personnages très solitaires en général dans le cinéma de Michael Mann. Et évidemment, jusqu'à présent en tout cas, le cinéma de Michael Mann démarrait au moment où les compartiments explosent, au moment où on se rend compte que en fait, cette volonté de contrôle et de toute puissance qu'on exerce sur sa vie, elle est complètement illusoire. C'est le moment où Robert De Niro, qui est le gangster qui joue le gangster principal dans Heat, qui est vraiment le parangon du perfectionnisme maniaque et obsessionnel, d'un coup, par hasard, tombe amoureux d'une femme. Et à partir de là, tout dérape, parce que il a jamais anticipé dans son logiciel d'action que il pouvait tomber amoureux comme ça de la première meuf qui passe. Et ça fout le bazar dans sa vie. Et à partir de là, il y a un vrai dilemme qui se crée. Est-ce que je dois définitivement me noyer dans ma carapace de professionnalisme, ce qui donne le personnage de Tom Cruise dans Collateral, qui est lui définitivement aliéné par sa condition, ou est-ce que je dois, au contraire, choisir de lâcher du lest, de laisser tomber mon obsession de contrôle et vivre mes sentiments comme un vrai être humain, ou est-ce que je ne choisis pas ? Je reste dans une espèce de stase intermédiaire, qui est pour le coup le personnage de Jamie Foxx dans Collateral. Donc il y a toujours cette idée qu'on a un dilemme, un choc, une confrontation entre le professionnel et le personnel. Ça a l'air très schématique dit comme ça, mais c'est souvent traité avec beaucoup de subtilité et beaucoup de profondeur chez Mann. Et là, on a le personnage d'Enzo Ferrari, qui est lui aussi confronté à un dilemme, et à mon sens, c'est le premier et peut-être le plus gros problème du film. Ce dilemme, il est exclusivement sentimental. Il doit choisir entre maintenir son mariage avec sa femme et préserver les apparences, ou bien décider que non, le passé, c'est le passé, on fait table rase, je pars avec ma nouvelle compagne et je reconnais mon fils illégitime comme l'héritier de la maison Ferrari. Ce dilemme, il est exclusivement sentimental. Quel que soit le choix ou l'absence de choix que fait Enzo Ferrari dans le film, je ne vous dis évidemment pas de quoi il retourne, ça n'impactera jamais sa vie professionnelle. Ça n'impactera jamais sa mentalité de pilote, ça n'impactera jamais son perfectionnisme et la manière dont il envisage sa société, puisque il est le seul maître à bord. Quand même. Non, je suis pas d'accord. Penelope Cruz, c'est vraiment son assistante, elle vit tout avec lui. Ok, à quel moment dans le scénario elle prend des décisions qui impactent dans le dernier tiers du film, pas la société, sa manière de gérer la société. Jamais. C'est-à-dire que même, je dis quelque chose qui ne se passe pas dans le film. Imaginons que la société Ferrari s'arrête brutalement, ce qui n'est évidemment pas le cas, vous savez que ça existe encore la marque, imaginez que ça s'arrête brutalement. Oui, Enzo Ferrari n'aura plus de territoire où exercer son contrôle, mais sa persona n'aura pas été bouleversée. Or, c'est ça l'enjeu dans le cinéma de Michael Mann jusqu'à présent. Et du coup, je trouve que en réduisant cette confrontation à un degré strictement sentimental, je trouve que le film perd en force et je trouve qu'il est moins intéressant que les films précédents de Michael Mann. Sophie. Le seul truc où je te contredis, c'est ce qui est un désavantage, c'est par rapport au personnage de Penelope Cruz qui pour le coup est en plus de son bras droit, c'est une part importante de tout ce qui va être comptabilité, organisation. J'ai l'impression que c'est un peu la super RH, quoi. C'est elle qui tient la boîte globalement. C'est une directrice financière. Voilà. En gros, c'est une DAF et une DAF. C'est toi la DAF, va. Vas-y meuf, c'est toi la DAF. Non, I wish. Directrice I'd like to finance, non? Ça c'est Josiane. Pardon. J'ai l'impression que là où ça pourrait être un enjeu, comme tu l'as dit, ça ne l'est pas parce que lui, il est tellement droit que tu sens que elle va être presque hystérisée parce qu'elle va essayer de faire une espèce de pression d'un point de vue d'entreprise sur lui. Presque une forme de chantage d'une certaine manière. Oui. Et du coup, ça marche pas. Alors, du coup, il y a un déséquilibre parce que, comme tu l'as dit, nous, on voit bien que ce personnage ne peut aller que tout droit. Encore une fois, mais par contre, elle a de l'importance, mais ça va avoir un impact sur son personnage à elle et non pas sur lui. Et je vais pas faire le geek de service parce que je pourrais parler de Michael Mann pendant des heures et c'est évidemment pas le sujet. Je suis pas là pour monopoliser, mais il y a une réplique très importante dans Heat qui est pour moi vraiment matricielle et qui définit comment fonctionnent les personnages chez Michael Mann. Il y a ce moment où, vous le savez, dans Heat, il y a une scène de braquage extrêmement célèbre et juste avant le braquage, il y a Robert De Niro qui réunit son équipe, qui leur explique ce qui va se passer. C'est une opération à haut risque et il y en a un qui a une femme et des enfants dans la team, qui est celui joué par Tom Sizemore qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Et De Niro lui dit, tu sais, on fait des coups ensemble depuis super longtemps. Si là tu me dis ce coup-là il est trop dangereux, je le sens pas, je le fais pas, il y a pas de souci. Tu prends la thune que tu as déjà gagnée, tu pars, il y a pas de problème. Le gars lui répond, The action is the juice, I'm in. On s'en fout de combien d'argent on va gagner ou de si on va réussir le braquage. Ce qui compte, c'est qu'on y aille.
Et bah c'est exactement la même chose avec le personnage d'Enzo Ferrari. En fait, que son entreprise lui survive ou pas, il s'en fout. Qu'il ait la victoire ou pas à la fameuse course des 1000 Emilia qui constitue le climax, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les pilotes qui roulent pour lui aient la même mentalité que lui, à savoir, c'est la victoire ou la mort. Soit je franchis la ligne d'arrivée en premier, soit je la franchirai jamais. À partir de là, que sa boîte elle coule ou qu'elle coule pas, c'est pas important. C'est pas ça l'enjeu du personnage manien. C'est pas qu'il réussisse. La victoire est toujours teintée de défaite et la défaite toujours teintée de victoire chez Michael Mann. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il aille au bout de son parcours personnel. Je considère que dans le scénario de Ferrari, il y a rien qui se met en travers de ce parcours de professionnel obsessionnel là. Alors c'est là où moi, mais étant aussi un gros manzouz, c'est là aussi où j'irai un peu en contre avec toi, Alexis. Je suis pas tout à fait d'accord. Il me semble, même si, oui, bien sûr, personnel, professionnel sont deux notions chez Mann, mais il me semble qu'elles nourrissent en fait quelque chose peut-être qui réunit un peu ces deux thématiques-là chez lui. C'est qu'en gros, ces personnages masculins en l'occurrence, sont confrontés au flux du monde contemporain moderne, et ils ont, alors selon les films, deux choix, soit essayer de s'en retirer, et bien sûr toujours échouer. C'est le dernier plan de Miami Vice avec Colin Farrell qui finalement rentre à l'hôpital après tout ça pour aller voir où en est son pote Jamie Foxx. Soit ils essayent de s'en extraire, ils n'y parviennent pas, ils retournent au bercail. Soit ils y parviennent en mourant, soit ils l'épousent et continuent. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, justement, il me semble, c'est pas tant que les conflits auxquels fait face le personnage seraient moins forts qu'avant, c'est qu'il déplace et il explicite légèrement sa problématique. Il y a cette réplique très importante dans le film, que c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, où Enzo Ferrari dit: un même objet ne peut pas être dans ne peut pas être dans deux espaces différents. Mais deux mêmes objets peuvent être dans 1000 fois un homme. Deux objets ne peuvent pas occuper le même espace. En même temps. Simultanément. Or, c'est bien sûr la problématique de la course, la problématique matérielle, etc. C'est la problématique du personnage manien, qui ne peut pas être personnel et professionnel, qui ne peut pas être dans le flux et hors du flux, qui ne peut pas bénéficier de son savoir-faire et en même temps essayer de n'en avoir que les avantages. Et c'est le problème de Ferrari à plusieurs niveaux, qui tu pourrais me dire, ne sont que personnels. Peut-être, encore que, c'est un coureur automobile qui n'est plus vraiment un coureur automobile et qui essaye d'exister auprès de ses coureurs. C'est un homme qui est dans la mort et dans la vie. C'est un homme qui est entre deux familles. Et en fait, si tu veux, il me semble plutôt qu'on arrive à un moment où, chez Mann, tout ça fusionne et où la différence entre personnel et professionnel a plus vraiment de raison d'être. C'est pas tant qu'elle ne serait que personnel, c'est que avec un personnage aussi puissant, si je puis dire, que Enzo Ferrari qui dirige son entreprise, en fait, tout est dans tout. Le personnel est dans le professionnel dans le personnel. J'aimerais bien entendre un peu Arthur sur toutes ces histoires d'automédon. Oh. Ding ding ding. Automédon. Automédon dans l'Iliade, le conducteur du char d'Achille, figuré par plaisanterie, celui qui conduit une voiture. Oh waouh, d'accord, ok. Je travaille. Hein. Ah, c'est bien, tu les fouilles un peu. Non, mais moi je rejoins à 100% ce que dit Simon sur tout ce qui vient d'être dit sur l'analyse de Michael Mann et autres. En fait, moi je l'ai vraiment vu comme justement la trajectoire du personnage de Michael Mann parfaite, et en même temps effectivement le fait qu'il le questionne beaucoup. Je trouve que peut-être plus encore que sur ses précédents, c'est vraiment un film qui est hanté par la mort. On sent que Michael Mann vieillit et que c'est un sujet qui le taraude aussi. Je suis pas vraiment d'accord avec. Je trouve que toute ton analyse de Michael Mann est évidemment excellente, Alexis, je t'adore, c'est pas le Merci sujet beaucoup. mais effectivement moi je l'ai vraiment perçu comme un pur film de Michael Mann à ce sujet-là. Et justement c'est là où moi le personnage de Penelope Cruz, contrairement à ce film, moi il m'intéresse beaucoup. C'est que justement elle vient un peu questionner tout ça, et rien que le fait que la mise en scène est un peu, malgré toutes les réticences que vous pouvez avoir sur le classicisme, il y a quand même une mise en scène qui est assez rythmée, qui est un peu rapide, qui va vite. Et les moments où ça s'apaise le plus, c'est le moment où il est avec son amante. C'est le moment où là, tu sens que toute la pression se relâche. Et c'est là où tu comprends que ça a un impact sur sa persona. C'est que c'est le moment où il est vraiment lui-même, où il se détend vraiment. Donc pour moi, il y a un truc qui dépasse juste la mission et l'avenir de la maison Ferrari. Et puis, il y a un travail sur la technique. Je suis désolé, je reviens dessus, mais moi, alors, je sais que c'est de la triche et je suis désolé, mais pour l'avoir vu sur grand écran, il y a un travail sur le son qui est phénoménal. Sur le son et sur les silences et sur la musique. Moi, vraiment, je trouve que c'est un film qui est à la bonne place dans la filmographie de Michael Mann. Il faut comprendre d'où il vient. On comprend tout le parcours de Michael Mann, et c'est un film qui, effectivement, n'aurait pas été forcément pertinent sous cette forme-là il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et je trouve que ce qu'il raconte de lui aujourd'hui, tous les questionnements qu'il a, l'évolution même de sa filmographie, de sa vision, l'évolution du personnage mannien, je trouve qu'il y a une forme de cohérence et de logique. Après, c'est vrai que c'est peut-être son plus classique, un peu timide, et que c'est peut-être pas son plus pertinent. Et je me pose la question d'ailleurs si c'est pas un film de fin de filmographie.
C'est possible. Après, en vrai, je pense que Michael Mann. Testamentaire. Mais je pense Oui, que c'est ce que je voulais dire, pardon. mais je pense que Michael Mann, il a atteint le moment, et c'est peut-être le cas avec Scorsese aussi, où du fait de leur âge, chaque film est potentiellement le testament. Ouais, donc, ouais. tu le fais à chaque fois. Mais juste, Nico, avant Vas-y, de je t'en prie, repasser je t'en la parole, il y a aussi autre chose qui me chagrine. Et là, pour le coup, c'est du pinaillage. Mais je suis sûr que les maniens de cœur qui nous écoutent se reconnaîtront peut-être dans ce que je dis. Michael Mann, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé tromper son spectateur, lui faire croire qu'on allait dans une direction pour finalement nous emmener ailleurs. C'est le cas exemplairement de Heat, où on a quand même cette énorme scène de fusillade tournée en conditions quasi réelles en plein Los Angeles, qui est extraordinairement spectaculaire et même sidérante par instant, et on se dit bon bah c'est le climax du film, tous les enjeux se rencontrent et ça va se terminer là. Et en fait il reste 45 minutes, et les 45 dernières minutes sont émotionnellement beaucoup plus intenses et beaucoup plus marquantes que la scène du braquage en elle-même, qui n'est que pure pyrotechnie. Et il sait très bien où placer le curseur de l'intensité et comment le manipuler pour jouer avec le rythme du scénario, jouer avec nos attentes, nous maintenir en haleine. Et là, évidemment, pour moi en tout cas ça saute aux yeux, ce qu'il a vraiment envie de filmer, ce qu'il a vraiment envie de raconter, c'est ce qui se passe dans les intérieurs cloisonnés où vivent Enzo Ferrari et son épouse. C'est ce qui se passe dans cette grande baraque baignée de soleil où Enzo Ferrari vit de temps en temps avec sa maîtresse et son fils illégitime. Il a envie d'aller capter cette intimité-là. Et du coup je me dis, bon, je connais Michael Mann, il y a de fortes chances que la scène de course ne soit pas du tout le cœur émotionnel du film. Et pourtant c'est le cas. Et ça, c'est pareil, ça me dérange aussi. Quand t'as un film qui veut aller du côté de l'intime, qui veut se resserrer vraiment sur la question des émotions, sur la question du couple, du triangle amoureux, avec un personnage qui est vraiment en plus le point médian du triangle amoureux, ce que je trouve tout à fait louable et ça m'intéresse beaucoup. Et quand en plus le réalisateur se met un peu en danger stylistiquement, va tourner en Italie, un film en costume, dans une époque qu'il avait jamais filmé avant, loin des mégalopoles, c'est un cinéaste de la nuit, il filme tout en plein jour et en plein soleil, donc tu dis ok, le gars est vraiment dans une logique de rupture. Le climax du film, vraiment le climax émotionnel du film, c'est une course de 45 minutes où le film n'est que pure vitesse, que pure sensation, et pour le coup ça c'est du Mann classique, tout craché. Non mais ça c'est vrai, je et ça, ça me laisse un peu sur ma faim. Oui, j'ai une grande scène de cinéma que je vais prendre énormément de plaisir à revoir, mais qui du coup, par contraste, affadit tout ce qui s'est passé avant et les quelques séquences qui se passeront après. Je te l'accorde. Alors, question justement sur tout ce qui s'est passé avant, parce que moi, la maestria de la scène de course de voiture à la fin, évidemment, elle est invraisemblable, et il y a un plaisir de spectateurs, même pas de cinéphiles, de spectateurs indéniables, mais vous ne voyez pas, moi, ce qui me saute au visage, c'est-à-dire l'épaisseur du trait. L'épaisseur du trait des personnages, l'épaisseur du trait de l'interprétation. C'est plus épais que d'habitude. Adam Driver avec sa perruque qui lui remonte le front. Il joue quand même super bien. Mais avec la gravitas et l'accent italien qui en a à redire au père Amorce dans l'exorcisme du Vatican. Mais moi, c'est un truc qui me dérange pas trop. Et même dans l'écriture de certaines scènes, moi je sais pas, la scène au tout début, je ne spoil vraiment rien du tout, où le pilote, où il y a Portago qui vient, qui va devenir son pilote, qui vient lui tirer la manche en disant moi monsieur, le mec le snob complètement, il arrive sur le circuit, son pilote meurt devant ses yeux, et d'un coup il se retourne et il fait une petite voix en disant finalement passez à mon bureau demain. Et moi je trouve ça tellement lourd. Ah, je trouve pas du tout. Moi, je te rejoins sur ça, notamment sur toute l'écriture surtout de Penelope Cruz plus que de l'autre. Mais Penelope Cruz, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle ne l'intéresse pas. Ça n'est pas sa caméra ne l'intéresse pas. Par contre, c'est un détail vraiment futile, mais je tiens à le dire, je suis très contente de voir Patrick Dempsey. Je suis toujours très contente de voir Patrick Dempsey. Surtout qu'on sait très bien pourquoi il est venu. C'est pas pour jouer un rôle, c'est pour conduire. Pour les tutures. C'est juste pour les voitures. Parce que pour la petite anecdote, comme je me refais Grey's Anatomy et qu'on s'est dit mais il est devenu quoi Patrick Dempsey à part jouer dans Thanksgiving? C'est ce que j'allais dire. En effet, pas grand chose d'un point de vue d'acteur, mais par contre il a eu une vraie carrière de pilote. Il a fait les 24 heures du Mans plusieurs fois. Ouais. Voilà, et donc en fait je pense qu'il a été choisi uniquement parce qu'il sait vraiment conduire. Hein. C'est un acteur qui collait plus ou moins, je veux dire physiquement, un rôle de coureur automobile italien des années 60 et qui conduit vraiment. Et ça, c'est un détail qui moi personnellement me fait très plaisir. Moi aussi j'ai conduit sur ma Simca Talbot Horizon, j'ai conduit super bien. Hein. Mais est-ce que je suis pas sûr que ça aurait duré longtemps au Millemilia si je puis me permettre, mais qu'est-ce que t'en sais? Et qui te dit que j'y étais pas? Je vois à peu près à quoi ça ressemble une Simca Talbot, donc c'est que... C'est vrai qu'à l'époque il avait déjà 40 ans, il était peut-être pas 40. Tu faisais la voiture balai, non? Ça, mais c'est dans des soirées privées. Est-ce que un dernier tour de table, une bonne et une mauvaise raison d'aller voir ce film? Alexis, une mauvaise raison. Une mauvaise raison d'aller voir ce film. Une mauvaise raison d'aller voir ce film. C'est un film de Michael Mann.
Ce qui en soi est une mauvaise raison. Il ne faut pas voir les films juste parce que le réalisateur est connu. C'est une bonne et une mauvaise. Mais c'est une bonne et une mauvaise raison. Non, je vais donner une vraie mauvaise raison de voir ce film parce que moi j'aime bien écouter des acteurs qui font les accents italiens et en vrai, je trouve que l'accent italien d'Adam Driver, il est plutôt solide. C'est pas le cas de tout le monde dans le casting. Il y a des accents italiens, c'est un peu plus gras. Le sien est quand même assez clean. Comparé à House of Gucci, c'est pas le même monde. Mais House of Gucci, moi j'ai cru qu'elle était russe. C'est ça. Moi aussi, mais c'est vraiment l'accent russe. C'est tout à fait ça. Russe. Une bonne raison de voir le film quand même. Moi, je suis pas du tout de ceux qui crachent sur le cinéma numérique et les effets spéciaux. Bien au contraire. Et il y en a quelques-uns dans le film. Ils sont pas toujours très jolis d'ailleurs, il faut le dire. Le premier en noir et blanc, oulala. Le premier, c'est pas terrible. Mais quand vous voulez filmer une course de bagnole, il faut filmer des bagnoles qui font la course. Et c'est exactement ce qu'a fait Michael Mann. Donc, du coup, la scène, elle est dingue. Et si vous avez 45 minutes de votre journée, que vous n'avez pas du tout envie de voir le film, regardez quand même la scène parce que ça va vous mettre une belle claque. Et que vous aimez les courses de voiture, le cas échéant. Simon. Une bonne raison de voir le film, je vous dirais, moi ce serait pour faire le comparo avec Le Mans 66, alors qui n'est pas du tout un film que je déteste, je suis pas du tout là pour troller, mais moi j'avais été un petit peu surpris de voir l'espèce de surexcitation académique qu'il y avait autour de oh là là, regardez quel beau néoclassique oxien, gna 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 gna, oh c'est beau, c'est en pellicule, il y a des gros moteurs. Bon voilà, si vous voulez voir un film avec des gros moteurs et qui vaut le coup, je pense que c'est une classe de mise en scène, de cinéma, de montage très au-dessus du Mans 66. Oui. Pour moi, c'est un peu ce qu'aurait dû être le Mans 66. Et une mauvaise raison. C'est mieux que Automoto ou pas ? Pareil. Ok. Et une mauvaise raison, c'est si vous aimez bien les bons accents, il faut regarder les films. Ah oui. Sophie. Une mauvaise raison de voir le film. Une bonne et une mauvaise raison de voir le film. La mauvaise raison, c'est d'avoir comme moi des pensées vraiment débiles pendant le film en mode si jamais il y a un accident, ils ont un neurochirurgien dans la course. Voilà. J'ai peur que ça ne suffise pas beaucoup, vu l'absence de carrosserie autour des pilotes. C'est-à-dire que, donnez-moi une cuillère, je peux en récupérer un peu. Pardon. J'adore Grey's Anatomy. Et la vraie bonne raison, c'est cette course de 45 minutes qui est folle. Tu sais, si t'adores Grey's Anatomy, peut-être que tu pourrais faire une sorte d'épisode spécial ou un truc sur des séries. Franchement, ce serait pas mal. Alors, en 2 parties peut-être. Parce que ce serait pour pas spoiler. Faudrait pas spoiler d'abord. Alarme divulgachage. Pas mal. Alors, justement, si vous m'écoutez, est-ce que comme moi, vous avez pas réussi à aller pour l'instant au-delà de la saison 12 parce qu'il y en a quand même 19 ? Et si c'est le cas, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un épisode en 3 parties ? Genre, un sans spoil du tout, un qui va de la 1 à la 11 et un de la 11 à la 19. Et c'est une vraie question. Elle est en train de mettre le pied dans la porte. T'as un César pour qu'elle ait la porte ? Je rappelle, j'ai 6 000 € sous la main. Voilà. Je rappelle que Grey's Anatomy n'est toujours pas terminé. Parce qu'il ne faut pas dire juste qu'il y a 19 saisons, c'est toujours en cours de Non, mais production. l'avant sera la dernière. Certainement. Arthur. Une bonne et une mauvaise. La bonne, parce que c'est un film incroyable et surtout quand on aime Michael Mann et qu'on a suivi son cinéma de près, je pense que ça raconte quelque chose de lui qui est vraiment fascinant. Et une mauvaise, moi j'aime bien le front d'Adam Driver. Voilà. Le front reculé. Ouais, j'aime bien. Ouais. C'est sexy. Ok. Hein. Moi, je vous donnerais une bonne, une mauvaise raison. Une bonne raison d'aller voir le film, c'est que vous pouvez faire. Ah mais non, mais en plus on a même oublié de dire quelque chose, c'est que le film ne sort même pas au cinéma, il est sur Amazon. En France, il est sur Amazon Prime. Il est sur Amazon Prime. Un petit commentaire là-dessus, parce que c'est quand même là pour le coup, franchement. C'est vraiment un film de cinéma. Bien sûr, mais alors franchement, tous les films peuvent être vus à la maison. Pas grave, il y a une vraie perte sur le son parce que le film a été évidemment mixé en Dolby Atmos et le son de la course de bagnole en salle, vous n'avez pas idée d'à quel point c'est dingue, mais le film a coûté, je crois, si ma mémoire est bonne, 110 millions de dollars. Ça répond à pourquoi il est sur une plateforme. Personne à Hollywood ne va mettre 110 millions de dollars dans les mains de Michael Mann, vu le score de son précédent film sorti il y a 8 ans tout de même. Donc oui, évidemment que c'est foutu, c'est un cinéaste de plateforme maintenant, Michael Mann, il va falloir s'y faire. Une bonne raison, c'est que ça vous permettra de revoir Hit et de vous rendre compte à quel point c'est bien meilleur. Et vous, c'était donc Ferrari de Michael Mann avec Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley et Patrick Dempsey. C'est donc sur Amazon Prime. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt grosse Ferrari rouge ou petite Super 5 marron ?
Bah, grosse Ferrari rouge, tant qu'à faire. Ouais, bah, il paraît. Alors, j'ai entendu dire que Ferrari, je crois que c'est Ferrari, oui. Tu ne peux pas acheter une Ferrari. Il faut qu'il y ait un on te donne le droit ou non d'acheter une Ferrari. C'est vrai ça? Vous êtes au courant de cette histoire-là? Quoi? Simon, ça a longtemps été le cas. Simon bouge les cheveux. Ah, genre, il validait ton Oui, pédigré avant. Tu as candidaté pour acheter une Ferrari. Là, aujourd'hui, je sais pas si c'est encore le cas, mais aujourd'hui, ça t'es milliardaire et tu dis vas-y, gars, je m'achète une Ferrari. Et Ferrari peuvent te dire fuck toi. Va te faire foutre, tu demandes d'abord la permission. En vrai, j'adore. Ils autorisent le droit. Je trouve le délire incroyable. Ça me déprime complètement. pareil. Ça me rappelle, d'ailleurs, c'est marrant, ça me rappelle une histoire en parlant de voiture. Vous connaissez la différence entre une voiture de police et un slip? Il y a plus de traces de Je la vois venir. Non, Non, je l'ai pas, mais je la vois venir très fort. Dans le slip, il n'y a qu'un trou du cul. Allez. Oh, la On blague à embrasse nos Cab. amis de la marée chaussée. Non, évidemment, il y en a des biens, comme dirait Didier Super. Pardon. Non, pas d'anti-police primaire. Pas à ce micro, not on my watch. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.